Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Bien, les particuliers, tous les Français, détenteurs non déclarés d'armes trouvées ou acquises par héritage, pourront se rendre dans des sites spécialement ouverts partout sur le territoire, donc on est en plein là depuis le 25 novembre et jusqu'au 2 décembre, soit pour se dessaisir de ces armes auprès de l'État, soit les enregistrer dans le système d'information sur les armes, le SIA. Bonjour Jean-Simon Méranda, vous êtes chef du service central des armes et explosifs au ministère de l'Intérieur. Alors expliquez-nous un peu pourquoi cette collecte et pourquoi maintenant, de quoi s'agit-il exactement? Que nous estimions que nous avions entre 5 et 6 millions d'armes détenues de manière irrégulière par nos concitoyens, 80% de ces armes étant acquises par voie d'héritage. On a voulu permettre à nos concitoyens de pouvoir soit s'en défaire, soit les faire enregistrer. D'accord. 4 à 5 millions, vous dites, d'armes qu'il y a en France détenues, je ne dirais pas illégalement, mais détenues par héritage, ou vous dites aussi, au trouvé. Il y a beaucoup d'armes trouvées comme ça. Vous achetez une maison, vous en héritez, vous la videz, et là vous découvrez une arme. On a effectivement beaucoup d'armes qui sont découvertes sur le territoire national. D'accord. Ma question était, quand vous dites ils pourront récupérer, est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est-à-dire que quand on a des armes, je voudrais comprendre au niveau de la loi justement, quand on a des armes, mettons que j'ai reçues de mes parents, ou de mes grands-parents, ou des oncles, etc., ou des armes, comme vous dites, trouvées, est-ce que cette collecte signifie que, selon la loi, enfin, les Français qui en ont, comme ça, sont obligés, ou doivent en tout cas, les rendre ou les enregistrer? Une obligation, effectivement, que de les enregistrer si on souhaite les garder. Il y en a qui sont très attachés au fusil de leur père, de leur grand-oncle. Oui. Ils ont cette possibilité-là, de par la loi. L'autre possibilité, c'est de s'en défaire et donc de l'abandonner à l'État. Mmh. Et alors d'aller dans les centres qui ont été prévus à cet effet? C'est exactement ça. C'est vraiment une sensibilisation de tous nos concitoyens avec la mise en place de ces 300 sites, 300 armodromes sur l'ensemble du territoire, dans lesquels vous avez soit cette possibilité d'abandonner, soit l'autre possibilité qui est de se faire aider à l'enregistrement des armes. Vous pouvez également enregistrer vos armes depuis votre domicile en vous connectant directement sur le site du système d'information sur les armes. C'est l'autre possibilité pour être en conformité avec la loi. Alors, justement, Jean-Simon Méranda, au fond, je voudrais qu'on reprécise la loi sur le port d'armes. Évidemment, on n'est pas en Amérique, où le port d'armes, c'est le second amendement de la Constitution américaine, où c'est absolument permis, avec certaines exceptions. Nous, c'est le contraire. Le port d'armes est une exception. Alors, je voudrais savoir, aujourd'hui, en dehors des forces de l'ordre, policiers, gendarmes et autres, est-ce qu'un Français, en quelles circonstances peut-il avoir une arme? Et je ne parle pas évidemment des armes de tir, puisqu'il y a les stands de tir où il faut une permission. Mais dans quelle possibilité, dans quel domaine un Français, quel qu'il soit, peut disposer du port d'armes? Le port d'armes est extrêmement réduit sur le territoire national, puisqu'on a moins d'une vingtaine de personnes qui disposent à titre particulier et au regard de leur sécurité d'un port d'armes sur le territoire national. D'accord. Ah oui, moins de 20 personnes, oui, c'est rien. Et justement, alors, pourquoi? Parce que la question qui s'est posée, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de choses disant ils veulent quoi? Désarmer les Français, etc. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux et partout. En fait, c'est simplement pourquoi maintenant? Pourquoi à présent? Pourquoi décide-t-on? Puisque ce n'est pas le port d'armes, ce n'est pas ça, et vous le savez mieux que personne. Les dealers, les voyous, les délinquants, Dieu sait s'il y a des armes en France et ailleurs, et Dieu sait s'il y a un trafic d'armes en France et ailleurs. Ceux-là resteront dans l'illégalité, bien sûr, et ne rendront rien. Donc, pourquoi cette collecte qui, au fond,
pourquoi maintenant? C'est ça qu'on ne comprend pas, parce que ça n'a rien à voir avec la délinquance, ça n'a rien à voir avec le deal de drogue, ça n'a rien à voir avec toutes ces bandes qui se partagent les territoires et qui, elles, malheureusement, en dépit des efforts, sont armées. Pourquoi cette collecte et pourquoi surtout maintenant, aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Simplement parce que nous avons considérablement simplifié la faculté pour nos concitoyens de pouvoir conserver justement cette arme héritée avec le déploiement du système d'information sur les armes. Et le module pour les détenteurs héritiers a été déployé le 25 novembre. S'agissant de la stratégie qui est la nôtre, on a évidemment, comme vous le soulignez, une stratégie pour les honnêtes gens. C'est 80-90% de ces détenteurs d'armes détenus de manière irrégulière, ceux qui en ont hérité, et on en connaît tous autour de nous. Cette stratégie, c'est cette opération, et on a parallèlement une stratégie beaucoup plus coercitive, sans doute à bas bruit, beaucoup plus, sur les détentions irrégulières d'autres publics ancrés dans la délinquance ou dans le grand banditisme. Oui. Et donc ceux-là, effectivement, ne sont pas touchés par cette collecte. Ça, vous vous adressez aux gens qui veulent la légalité, vivent dans la légalité, et voilà. Et donc, ce que, si j'ai bien compris, je répète ça, vous dites que ceux qui ont hérité de fusils, d'armes historiques, parce que nous connaissons tous des gens qui ont des armes de collection, c'est comme un objet de musée pour eux, ceux-là pourront les garder, et à condition qu'ils les enregistrent, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Un Français sur 10 est potentiellement concerné par une détention irrégulière d'armes. Ce sont tous les Français qui ont hérité de ces armes, qui n'ont pas fait les démarches administratives, qui étaient sans doute trop fastidieuses, qu'on a considérablement simplifié avec le système d'information sur les armes. Donc ce sont les honnêtes gens, les bons pères, les bonnes mères de famille qui sont concernés par cette opération. Et c'est une opération qui d'ailleurs connaît un véritable succès, puisque en 4 jours, nous avons récupéré près de 40 000 armes, nous avons récupéré un peu plus d'1 million de munitions, et nous avons enregistré dans le système d'information sur les armes près de 15 000 armes. Ah oui, c'est énorme. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Bon, vous allez me dire, au regard de la population des 50 millions, 55 millions de Français adultes, c'est pas évidemment impressionnant. Mais enfin, les gens participent. C'est ça que vous voulez dire. Les citoyens participent à cet enregistrement ou à cette collecte. Est-ce que beaucoup, juste Monsieur Moranda, est-ce que beaucoup rendent des armes, c'est le cas de le dire? Il y a une volonté de nos concitoyens. Oui. Il y a une volonté de nos concitoyens de respecter la loi. C'est ce public-là que nous visons. Ils ont parfois eu peur du policier ou du gendarme, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait les démarches administratives. Ils ont maintenant, aujourd'hui, peur également d'un accident domestique pour leurs petits-enfants, pour une grande part de ceux qui viennent rendre leurs armes. Et c'est vraiment ces publics-là que nous visons, et d'ailleurs c'est ce public-là qui répond présent à l'occasion de cette opération. D'accord. Et donc, jusqu'à présent, vous avez bien eu 40 000 armes et 1 million de munitions, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Simon Miranda. Je rappelle que vous êtes chef du service central des armes et explosifs du ministère de l'Intérieur. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous voyez, c'est intéressant de clarifier les choses et de savoir pourquoi on a demandé cela, pourquoi maintenant. Voilà, c'est parce que on a, selon effectivement le ministère de l'Intérieur, on a assoupli les démarches, on a assoupli tout cela, bon, et donc il y a quand même eu, et j'en parle parce qu'il y a eu beaucoup de réactions très diverses et variées sur les réseaux, dans les chroniques, et certains disent oui, mais enfin, est-ce que ce n'est pas une manière de dire, attendez, oui, mais qu'est-ce qui se prépare, etc. Pourquoi cela, pourquoi maintenant? Et on a voulu demander cela à Laurent Oberton. Laurent Oberton est écrivain. Laurent Oberton a écrit son plus récent livre est paru sous Guérilla 3, après 2 tomes, et lui, effectivement, a fait trois romans de fiction, une série, sur la guerre civile à venir. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais est-ce que quelque part, est-ce que ce climat un peu délétère n'encourage pas certaines gens à dire « Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose là-dessous ?» Alors, on aimerait avoir l'avis. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Alors, dites-moi, vous,
que pensez-vous de cette opération qui se déroule dans le calme et à bas bruit? Enfin, il n'y a pas. Et puis à côté, il y a tout le reste dont vous parlez dans vos livres. Et tout le reste, effectivement, tous les jours, les bagarres au mortier, les cités, etc., etc. Bon. Alors, on a l'impression qu'il y a vraiment deux réalités. Une réalité française où, bon, ben, ça va, voilà, les gens, les pères de famille, les honnêtes gens, comme on dit, bon, ben, enregistrent leurs armes. Et puis, à côté, il y a un autre monde. On a l'impression que vraiment, on le sait déjà, mais on le voit là, les deux France qui n'ont strictement ou presque rien à voir entre elles. Bah bien sûr, on voit que l'État, une fois de plus, va se tourner vers le citoyen ordinaire, le citoyen docile, pour lui demander de bien vouloir rapporter ces objets qu'il détient de manière irrégulière. Mais en attendant, on sait bien que ce ne sont pas ces armes-là qui vont être impliquées dans la criminalité, dans les gangs, dans les attaques terroristes. Et que, aujourd'hui, on estime qu'il y a quelques dizaines de milliers d'armes, dont des armes automatiques de type Kalachnikov, qui servent les milieux criminels en quelque sorte, donc ouais. qui sont actifs, et c'est pas du tout les armes dont on parle aujourd'hui, parce que bien sûr. évidemment le criminel qui fait des braquages et tout ça va pas se dire il y a une collecte organisée, je vais de ce pas aller déposer mon arsenal. Ouais, c'est clair. Et donc on vide la population dans son ensemble, la population qui est pas du tout susceptible d'être criminelle, mais encore une fois, l'État fait selon ses moyens, et donc il va se tourner vers les plus dociles. Ouais. Et alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, en fait, cette opération, bon, elle a sa légitimité tout à fait, et on ne peut pas dire quand même qu'elle sert à cacher le reste, parce que personne ne nie ce qui se passe à côté, mais est-ce que pour vous, l'État pourrait être un peu plus actif dans l'autre collecte, évidemment, qui est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus difficile, disons-le, c'est facile d'en parler, difficile à faire, la collecte des armes irrégulières, et vous dites vous-même qu'il y en a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers. Bah, il a pas grand-chose à y gagner, parce que s'il s'attaque aux gangs constitués, s'il s'attaque à ces réseaux trafiquants, on sait très bien que ça peut tourner très rapidement en embrasement de certaines cités dites sensibles. Donc ça, on sait très bien qu'il préfère l'éviter, parce que en plus les trafics, les gangs de trafiquants de drogue permettent une certaine paix sociale dans ces quartiers, dans les quartiers qu'ils détiennent, disons-le, ouais. Parce que le trafic a besoin d'une certaine forme de stabilité, de sécurité, on va dire. Donc en quelque sorte, tant qu'ils sont là, tant qu'il y a cet objectif criminel qui tient les quartiers, l'État ne s'y attaque pas frontalement. Ça, c'est très très clair. Il y a quelques saisies par-ci par-là, mais ça n'impacte que très peu le chiffre d'affaires des trafics, et on ne fait pas le coup de poing radical contre ces gens, parce qu'on a très peur des conséquences que ça pourrait avoir. Oui, effectivement, oui, ça pourrait se transformer en guérilla, comme vous les décrivez dans vos livres, Laurent Berton. Mais au fond, est-ce que vous personnellement, parce que vous êtes assez, je dirais, pessimiste dans vos livres et sur la guerre à venir, enfin, on espère tous, vous aussi, qu'elle n'aura pas lieu. Mais enfin, est-ce qu'au fond, est-ce que vous, sur le fond, est-ce que vous êtes pour une certaine changement de la loi, ou un certain changement de la loi sur le port d'armes, sans aller jusqu'aux États-Unis? Est-ce que vous, personnellement, compte tenu de la situation en tant que citoyen, est-ce que vous trouvez que, c'est très bien, alors il y a les armes de collection, les armes trouvées, il y a la chasse, mais pour le reste, est-ce que vous seriez un peu plus américain, entre guillemets, sur le deuxième amendement que les autorités françaises, pour ne parler que d'elles? Oui, mais moi j'aurais tendance à penser que quelqu'un qui est honnête et qui n'a jamais fait la preuve de sa malhonnêteté ou de sa dangerosité est libre de détenir ce qu'il veut chez lui. C'est-à-dire s'il aime bien les armes et s'il prend les précautions du père de famille responsable, pourquoi ne pas lui faire confiance? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, avec cette législation qui est toujours plus dure, avec des tireurs sportifs, avec des chasseurs, dont l'immense majorité sont des gens très sérieux, on a l'impression toujours que cet État s'acharne
s'acharne contre sa population qui est la plus bienveillante en quelque sorte. Et de l'autre côté, on voit bien que la barbarie s'est emparée d'une bonne partie de nos rues et de nos villes, et contre elle, rien de sérieux n'est fait. Donc c'est assez difficile à admettre ce décalage quelque part. Seul le citoyen honnête va se retrouver désarmé parce qu'il est respectueux des lois, et il voit bien que de l'autre côté, les voyous, eux, ont vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça peut être assez frustrant. Et là, compte tenu du contexte des pénuries qu'on nous promet, de l'explosion des prix de l'électricité, des pannes d'électricité, on se demande vraiment comment ça va tourner, puisque dans les cités par exemple, ces gangs criminels, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où on sera dans un blackout? On peut se poser la question. Et je pense aussi que c'est en prévision de ces types d'événements que cette collecte d'armes est organisée pour essayer de minimiser les dégâts d'un éventuel chaos. Ah, vous pensez qu'il y a une arrière-pensée de ce genre-là? Enfin, oui, pour moi, c'est votre opinion, mais oui. Ce moment de la collecte n'est pas du tout choisi au hasard. Ça, j'en suis assez persuadé. Et je suis pas le seul à l'être. Hein. J'ai des informations là-dessus qui sont très claires. Ouais. En tout cas, le problème il est posé. Et effectivement. Qu'est-ce qui se passera? Et là, il y a deux réalités en France. Effectivement, elles sont à des années-lumière, mais effectivement, elles peuvent à un moment donné se croiser. Espérons qu'elles ne le feront pas. Merci Laurent Berton.